Vous me dites. Voilà, on est de retour après cette première table ronde sur l'implantation à l'étranger, cette fois-ci avec une nouvelle thématique, la logistique export. Alors, répond certainement à plusieurs questions et inquiétudes peut-être que vous vous posez. On a pour cela plusieurs experts qui ont accepté de venir témoigner. Alors, sans attendre, je vais vous les présenter. Hélène Kerjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour Akanea Développement. Vous nous expliquerez ce que fait cette entreprise. Alexandre Rieucot. Bonjour. Responsable filière, distribution et transport chez GS1 France, organisme de standardisation bien connu dans l'agroalimentaire. Anne Sandretto, vous êtes déléguée générale de Bonjour. TLF Overseas. Anna Achard, responsable du pôle conseil vin et spiritueux chez Business France. Et enfin Florence Corr, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice du développement et de la communication au syndicat des vignerons indépendants de France. Alors quand on parle de logistique export dans le domaine agroalimentaire, la problématique est vaste et on a besoin de vous, Anne Sandretto, pour peut-être nous aider à y voir clair. TLF Overseas recouvre l'ensemble des métiers du transport international et vous pouvez nous dire ce que ça signifie pour un produit agroalimentaire. Oui, si vous permettez, je vais déjà dire deux mots de l'organisation professionnelle que je représente ici. Donc, je fais partie de la grande maison mère TLF, Union des transports et logistiques de France. Je suis déléguée générale de la partie, effectivement, internationale, donc qui s'appelle TLF Overseas, et qui regroupe là tous les transports aériens, maritimes, et inclut évidemment la douane, la logistique et tous les aspects qui sont liés autour. Oui, vous posez une question. On parle bien de produits agroalimentaires, donc là, on va considérer les spécificités de ces produits pour regarder un petit peu sur le plan transport et logistique, quelles sont les contraintes à prendre en considération pour bien transporter, livrer au bon moment, dans de bonnes conditions. Effectivement, la nature des produits va venir identifier la nature du moyen de transport. Si je transporte des produits congelés, je ne vais pas les transporter avec les mêmes types de produits. Je prendrai des véhicules frigorifiques. Si je transporte, par exemple, de l'eau minérale, il faut savoir que ça gèle en fonction si on est en dessous de 0. Donc, je vais prendre de la température dirigée. En fait, si j'ai des produits aussi bio, par exemple, je vais avoir à respecter un certain nombre. D'abord, les délais de transport doivent être plus courts. J'ai une traçabilité aussi à respecter. Et puis, je risque d'avoir aussi beaucoup... dans certains cas, tout dépend des produits à l'import, mais des contrôles, ce qu'on appelle phytosanitaires. Donc ça, sur le plan logistique, ça va venir aussi changer mon choix d'entreposage. L'entrepôt ne sera pas le même. Je vais veiller à faire attention en fonction de la nature des marchandises qui vont être entreposées à côté. Je vais éviter des produits, par exemple chimiques, ou des produits dangereux avec des produits agroalimentaires à côté, évidemment. Et donc ça, vous conseillez peut-être les entreprises là-dessus? Bien entendu, si vous voulez, si elles font appel au service de nos entreprises adhérentes, on va évidemment regarder tout cela. Et là, il faut le faire en amont. Ça, c'est le côté logistique. Mais il y a aussi l'aspect douanier. Bien qu'on soit transporteur et logisticien, et représentant en douane, on doit aussi réfléchir donc à cet aspect douane, parce que derrière la douane à l'export, il y a aussi un aspect sortie du territoire, donc un aspect fiscal pour l'entreprise qui va exporter. Si c'est pas fait correctement, elle aura un souci ensuite pour sa preuve de sortie. Fiscalement, on peut lui réclamer 20% de TVA à l'exportation, enfin TVA comme si elle n'était pas exportée, si vous voulez. Donc, on a tous ces aspects-là à prendre en compte. Et je vous dis aussi l'aspect contrôle, parce que quand on transporte, on est en permanence sujet à être arrêté sur route, à être contrôlé aux frontières. Voilà. Donc, ce sont les différentes, vous voyez, natures les problématiques qu'on va justement évoquer au cours de cette table ronde. On va aussi beaucoup parler outils numériques. Je me tourne vers vous, Hélène Kerjean. Vous représentez Akanea Développement qui fournit des logiciels supply chain et agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le numérique peut justement aider à répondre à ces différentes problématiques? Oui, alors pour vous resituer un petit peu le contexte, donc à Akanea Développement, nous proposons des logiciels de gestion
dédié à la supply chain. Donc on a une complémentarité sur les aspects douaniers, logistique, transport routier international. Et puis également sur l'agroalimentaire, puisque nous avons notamment un ERP agroalimentaire pour tous les professionnels. Donc on a une complémentarité dans notre offre, et ce sont vraiment des problématiques que nous traitons au quotidien. Donc je dirais la première chose que le numérique peut traiter de manière très large, c'est l'aspect traçabilité dont Anne parlait. Lorsqu'on se lance à l'exportation, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est simple et que voilà, du moment qu'on a un bon produit, on a une qualité de service, tout va bien se passer, et effectivement on a déjà des bonnes bases, mais l'aspect exportation est forcément très imbriqué avec la logistique, puisque le e-commerce aujourd'hui fait que on doit pouvoir livrer le plus rapidement possible à l'autre bout du monde le meilleur produit. Et par conséquent, il faut avoir les meilleurs outils justement pour pouvoir lancer en logistique et pour pouvoir exporter via des modes de transport. Alors assez basiquement, vous traitez, j'imagine, des données alimentaires. Comment ça se matérialise? Comment se matérialise cette data? Oui, absolument. Alors c'est vrai que sur l'agroalimentaire, on a tous entendu forcément certains scandales alimentaires ou à des niveaux un petit peu inférieurs, des rappels de l'eau notamment dans l'industrie. Eh bien, tout ça, ça va être géré par des codes barres notamment, ça peut être géré par des documents également liés au transport et à la logistique qui vont permettre de manière très précise d'identifier chaque type de marchandise qui peut avoir à un moment donné un problème et donc qui nécessite un rappel. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est pouvoir tracer cette marchandise par un numéro en fait qui va permettre un rappel. Ensuite, je dirais que nous, dans nos outils, outre l'aspect traçabilité de savoir où est la marchandise, à quel moment, qui est le transporteur, en termes de logistique, où elle se situe, etc., nous, dans nos outils, on a vraiment ce souci de faire en sorte que les entreprises passent le moins de temps possible sur des questions administratives et un petit peu à faible valeur ajoutée, on va dire, c'est-à-dire finalement la saisie de commande, ce genre de choses où finalement c'est très redondant. Donc on permet en fait d'automatiser énormément d'informations pour justement se consacrer à ces problématiques de traçabilité, à ces problématiques aussi de collaboration dans l'écosystème qui sont très importantes. Merci pour ce premier panorama. Effectivement, on va évoquer l'apport du numérique dans ces différentes problématiques. Je vais commencer avec la problématique des volumes, des flux qui se multiplient, vous l'avez dit, avec le e-commerce. Florence Corr, vous avez créé récemment une plateforme de mutualisation puisque au sein des vignerons indépendants, vous aviez justement cette problématique de livraison de petits volumes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez créé et comment ça s'est passé? Alors, on ne l'a pas créé directement puisqu'on a un partenaire pour ça qui est Plugwine Pro. Le principe étant, Madame l'évoquait à l'instant, sur des problématiques de gestion. Les chefs d'entreprise que sont les vignerons indépendants sont plutôt des TPE, vraiment toutes petites entreprises, dont la valeur ajoutée n'est pas forcément effectivement sur la partie administrative pure. Donc cette plateforme a été créée maintenant il y a 15 mois, a été ouverte en tout cas il y a 15 mois. Le principe, c'est que les vins sont stockés dans un entrepôt thermorégulé qui est à Mâcon, dans une zone plutôt centrale. Et le principe est que l'offre et la demande se rencontrent sur l'outil technologique qui est cette plateforme, cette place de marché. Les commandes sont passées par des acheteurs français, mais aussi des acheteurs internationaux, en une seule fois, avec un seul règlement, une seule livraison, et sur des volumes qui permettent effectivement de ne pas rentrer automatiquement dans les palettes, puisque l'unité de vente est souvent la palette ou la demi-palette, que les transporteurs connaissent bien. Du coup, là, on va pouvoir consolider plusieurs ventes, avoir quand même une unité d'expédition qui soit à la palette, mais avec différentes références dessus, d'entreprises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous voulez dire que tout part du même entrepôt et qu'on peut acheter des vins de différents producteurs. C'est un des grands atouts de cette plateforme, c'est de pouvoir justement diversifier ses achats dans des volumes de tests, puisque c'est souvent le cas, et qui donc partent effectivement de cette plateforme unique, est expédié en une fois chez un acheteur.
Anne Sandretto, justement, cette notion de mutualisation de la demande, c'est quelque chose qu'on observe en B2B, en B2C. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est quand même surtout aujourd'hui, ça concerne surtout le B2C, je dirais, c'est clair. Il faut bien distinguer effectivement dans les questions et dans les réponses si on est en B2B ou en B2C, parce que chez nous, effectivement, on va travailler complètement différemment. On n'a pas les mêmes contraintes non plus, et donc la notion de mutualisation, on travaille beaucoup avec des plateformes qui mutualisent parce qu'elles ont besoin aussi de transporter. Alors soit elles ont leurs propres moyens de transport, mais souvent c'est pas le cas. Nous travaillons avec ces plateformes, nous avons des contrats avec eux pour faire soit transporter, quelquefois on fait aussi la douane, l'emballage, enfin ça dépend de l'organisation des plateformes même. La mutualisation elle-même, elle existe déjà chez nous dans le transport routier, sur des plateformes. On a beaucoup de groupes qui se sont organisés en groupement, en alliance, en plateforme mutualisée. Ça fait depuis très longtemps. Je dirais qu'on est en train aussi quand même de regarder quel est l'impact du développement du digital et du e-commerce, parce que le e-commerce se développe beaucoup depuis ces 2 dernières années, se développe de plus en plus, avec le développement du digital. Donc on regarde chez nous, on a une commission digitale avec des experts de tous les métiers qui travaillent de façon très active, d'ailleurs en partenariat avec chez Swan, Akanea, pour voir quel sera l'impact sur le business model, et puis pour le cas échéant réorganiser si besoin. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut aussi adapter la politique RH ressources humaines. Voilà. Oui, justement. Tout un accompagnement, un travail. Hélène Kerjean, justement, l'explosion du e-commerce, ça a accentué la pression sur les flux. Pour vous, comment ça a changé votre travail ou le travail de ceux que vous accompagnez ? Alors je dirais on est de plus en plus en flux tendu, c'est-à-dire qu'avec la multiplication des sites justement de e-commerce, on se retrouve avec des stocks de moins en moins conséquents, et parce que on est sur des livraisons qui doivent être de plus en plus rapides. Donc du coup cette gestion de flux, elle est vraiment très très importante. Donc là où ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la traçabilité, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de plus en plus d'outils qui permettent justement d'avoir une précision très fine sur des heures d'arrivée, sur des jours d'arrivée. Enfin voilà, on est vraiment en termes de transport et logistique, on est sur des problématiques qui ne se jouent plus en semaines mais en heures maintenant. Donc on le voit notamment avec des évolutions qui touchent le digital, qui sont tout ce qui est prédictif, où on peut aujourd'hui, au travers d'intelligence artificielle, on a des outils qui commencent à apparaître, qui combinent en fait des éléments qui sont liés au transport, donc aux heures d'arrivée prévues, aux conditions météo aussi qui peuvent avoir un impact, à différents éléments en fait qui vont permettre aux entreprises qui attendent cette marchandise dans d'autres pays justement de pouvoir se mettre en ordre de marche le plus rapidement possible pour répondre à ces enjeux. Alors pour une PME, c'est une opportunité, c'est un risque. Qu'est-ce que vous leur dites justement là-dessus ? Alors c'est une opportunité parce que forcément dans un contexte de mondialisation, et on est sur une libéralisation des échanges poussés, donc c'est une vraie opportunité. Par contre, on voit que c'est un milieu qui se professionnalise de plus en plus, et c'est là où il faut vraiment bien en avoir conscience quand on veut partir à l'export. C'est que la partie logistique, ça n'est pas finalement à improviser. Soit il faut pouvoir l'internaliser avec des experts, soit il faut le sous-traiter là aussi à d'autres experts. Je vois Anne Sandretto qui souhaite réagir. Oui, en fait, il faut aussi prendre en compte, je dirais, l'évolution de ces dernières années en termes de réglementation, parce que le digital est un outil, ce sont des outils en fait qu'on vient apporter au service des entreprises, et qui est un outil qui est aujourd'hui, moi je considère un passage obligatoire, obligé. Cependant, si on regarde en matière d'évolution, en matière de réglementation internationale, douanière et surtout sûreté et sécurité, là, on est obligé de prendre en compte un certain nombre de facteurs qui viennent complètement modifier
la donne. Et en particulier au niveau, je dirais, européen, on a vraiment de nouvelles contraintes d'obligation de déclaration pour des raisons de sûreté et sécurité à l'import ou à l'export. On va les évoquer, effectivement. Ce qui n'était pas le cas pour les petits colis dans le passé. Et si on parle du B2C, ils vont être concernés dans les mois à venir. Donc ça, si vous voulez, il faut que les entreprises soient informées, qu'elles soient, je dirais, accompagnées. Voilà. Ouais, donc à prendre en compte en amont. Anna Achard, vous représentez un prisme un peu particulier puisque vous étudiez beaucoup le e-commerce chinois pour le marché des vins et spiritueux. Justement, si on envisage un export dans cette zone, à quoi il faut faire attention? Est-ce que là-dessus, il y a une dimension logistique particulière? Oui, effectivement. Moi, je suis basée à Paris et mon quotidien, c'est de conseiller des entreprises qui souhaitent exporter au travers le monde. Et il est vrai que la Chine intéresse beaucoup pour le marché du vin. Et on a remarqué justement le e-commerce en Chine qui est en plein essor. On est en train de vivre une vraie révolution. Il y a vraiment jusqu'à 30% de la distribution du vin en Chine qui passe par le e-commerce. Donc effectivement, c'est quelque chose auquel tous les exportateurs français s'intéressent. Le modèle de logistique là-bas est peut-être un peu différent. Je crois qu'il y a des grandes marketplaces qui justement ont un certain pouvoir. Oui, bien, c'est bien ça. Effectivement, il y a vraiment deux gros géants qui vont dominer les parts de marché à 80% entre deux. Alors il y en a un qui s'appelle Tmall et l'autre JD.com. Donc ça c'est les deux gros acteurs qui sont sur les lèvres de tout le monde. Et je dirais que pour les vins, en tout cas, c'est JD.com qui domine pour le marché du vin. Et du coup, vous conseillez à des PME d'utiliser ces plateformes ou au contraire trop compliqué, où il y a une pression sur les coûts, comment ça se passe? Ou au contraire, c'est clé en main, elles fournissent toute la logistique et l'approvisionnement? Il est vrai qu'il est clé en main, mais ce n'est pas si simple que ça. Les aspects réglementaires restent à prendre en considération. Oui, voilà. Ils ont des services intégrés pour tout, pour l'importation, pour la logistique, le stockage, la livraison, etc. Mais ceci dit, qui dit la Chine, on doit aussi évoquer la taille du pays. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas tout le monde qui puisse faire partie de ces plateformes parce qu'il faut avoir un certain volume de produits à fournir. Donc c'est ça qui va effectivement freiner, je pense, un certain nombre d'exportateurs français. Vous confirmez, Florence Corr, sur la question des volumes en Chine, c'est un marché prioritaire pour vous? Alors c'est plus un marché prioritaire, ça l'a été, parce que il faisait partie des BRIC et des pays qui étaient observés et qui créaient une espèce d'élan comme ça. On s'est vite rendu compte qu'effectivement la partie réglementaire était une chose, les surfaces et la taille du pays pour exporter quelque chose. L'organisation du pays tel qu'il était, il y a 5 ans, c'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, pour des vignerons indépendants, une fois plus, avec des volumes assez réduits par rapport à ce qu'on peut imaginer d'autres opérateurs, on va être plus sur des marchés de niche. Et du coup, les coûts engendrés pour aller exporter des vins en Chine rendent pas spécialement la Chine comme un pays prioritaire, parce qu'ils ne sont pas toujours incapables de le faire, et qu'effectivement, on va avoir des opérateurs locaux qui ont besoin de volume pour alimenter, je ne parle pas du pays entier, mais juste un petit bout, sauf qu'un petit bout du pays, ça représente des volumes importants, et là, les vignerons ne peuvent plus le faire, donc c'est pas forcément ce type d'organisation qui peut intéresser des petites entreprises. Je reviens sur la plateforme que vous avez développée. Comment réagissent les vignerons, justement? Pour eux, c'est une opportunité, j'imagine, d'aller toucher de nouveaux marchés. Quel est le retour que vous avez de la part des producteurs? Alors aujourd'hui, ils sont plutôt bons, les retours, dans le sens où effectivement, il y a toute une partie, on parlait de la réglementation tout à l'heure, de la partie douanière qui est prise en charge par la structure de Plug Wine. Effectivement, ils n'ont pas forcément de valeur ajoutée dessus. Les vignerons indépendants, son métier, c'est plutôt de faire du vin et de le vendre. Pas forcément d'aller régler effectivement des problèmes de cette nature, qui demandent des compétences précises, puisque chaque pays a sa réglementation. On parlait tout à l'heure des conditions d'envoi qui sont aussi particulières. Donc à un moment donné, effectivement, il vaut mieux faire appel à des compétences, à des professionnels, que de s'organiser soi-même, parce que les coûts sont importants. Oui, bien sûr.
disproportionné. Les risques sont disproportionnés par rapport. Absolument. Puis, sur l'export, il y a d'autres sujets aussi qui se posent. Les risques, il y a plusieurs types de risques. Des risques de blocage de marchandises parce que vous n'avez pas respecté correctement la réglementation, parce que vous n'avez pas le bon contrôle sûreté sécurité ou contrôle phytosanitaire. Et puis ensuite, il y a les paiements de marchandises. Quelles sont les conditions d'Incoterm que vous avez utilisées, conditions de transport, qui paye le transport, où sont les transferts de risques, de paiement d'assurance, etc. Tout ça est à prendre en compte en amont, si vous voulez. On va les évoquer, voilà. Justement, ces notions de responsabilité. Je voulais évoquer une problématique corollaire à celle des volumes, qui est aussi celle de la traçabilité. Plus il y a de volume, forcément, plus c'est difficile d'assurer l'origine et la traçabilité des produits. Alexandre Yocco, forcément, je me tourne vers vous. GS1 France est bien connu pour ses normes et sa standardisation dans le domaine agroalimentaire. Si on prend une perspective historique, est-ce que ce problème de traçabilité s'est renforcé dans les dernières années ? Oui, complètement. Donc on parle, c'est vrai, d'une offre de produits qui est assez riche en France, en vin, en fromage, en viande. Il y a énormément de choses à promouvoir et exporter. Vive la France, oui, tout à fait. Et d'un autre côté, voilà, cette demande qui s'accroît en Inde, en Chine, on en parle beaucoup. Et donc le rôle justement de réunir cette offre et cette demande, c'est une interconnexion, ce langage commun, qui est développé par GS1 et qui s'appuie, comme l'a dit Madame Kerjean, sur des codes barres qui sont pas forcément évidents pour des petites entreprises, pour des petits vignerons à maîtriser, à mettre en place, etc. Or, aujourd'hui, vous le rappelez très bien, ces codes barres, ces outils définissent la traçabilité. C'est ce sur quoi aujourd'hui un régulateur va s'appuyer pour vérifier que l'origine est conforme, que les produits sont authentiques, ce qui est notamment en Chine une vraie préoccupation avec tout ce qui est contrefaçon. Et on a vu récemment, cette année, quelques crises sanitaires qui ont fait beaucoup bouger le marché, des campagnes de retrait-rappel assez massives, qui ont montré que même si c'est des bonnes pratiques, même s'il y a une réglementation, tout n'est pas encore aujourd'hui super bien maîtrisé. Mais alors pourquoi ? Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que ça existe, ces normes. Qu'est-ce qui fait que les gens ne les suivent pas ? En fait, il y a eu une vraie prise de conscience en 2004 quand il y a eu cette réglementation européenne sur la traçabilité de l'agroalimentaire, où il y a eu une vraie remise en question de toute la filière avec l'application de nouveaux outils comme l'EDI. C'est une technologie assez ancienne, donc l'échange de données informatisées, c'est des données structurées qui permettent d'échanger des factures, des commandes, des avis d'expédition. Ça a été bien défini à l'époque, en 2004 quand la loi est arrivée. Ça s'appuie sur des standards, mais on a vu à la lumière de ces crises sanitaires cette année que tous ces outils, toutes ces normes, toutes ces bonnes pratiques sont pas encore bien appliquées. Et on a vu aussi que c'est souvent par défaut de connaissance, par défaut de maîtrise. Et on a vu aussi il y avait une problématique RH dans une problématique tout à l'heure. En ce moment, dans les entreprises de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite, le baby-boom fait son effet, et il y a une perte de connaissances. Ce qui fait que de nouvelles compétences arrivent, de nouvelles têtes arrivent, mais pas forcément au fait de tout ce qui est exigé pour la bonne circulation des produits agroalimentaires. Donc vous confirmez, Anne-Sandre Etto ? Oui, tout à fait. On est un petit peu partout dans ce cas où on est vraiment obligé de travailler sur je dirais la formation entre guillemets, parce que en fait on n'a pas obligatoirement les bons profils en face, donc c'est d'engager du personnel et c'est à nous de mettre en place les bons programmes de formation. Oui, alors, si je suis une PME où il n'y a pas beaucoup de personnes et beaucoup de personnel, et puis il y a beaucoup d'autres marchés qui sont prioritaires, comment se former rapidement à ces questions-là, comment s'assurer qu'on puisse justement prendre ce problème à bras-le-corps facilement, parce que l'argument de la simplicité. Alors, si c'est pour les codes barres, je laisse parler moi. Et pour les transports. Oui, ce sera. Je pourrais répondre. Alors, Anne, allez-y, ouais. Vous étiez sur pour tout ce qui est traçabilité, on peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience là cette année avec le rapport d'enquête parlementaire du Sénat et de l'Assemblée nationale, le rapport du Conseil national de la consommation, et une vraie prise de conscience des fédérations dans l'alimentaire pour tout ce qui est formation sur place des entreprises de tout l'écosystème, à la fois grandes entreprises mais aussi TPE, PME, il y en a énormément dans l'agroalimentaire, pour justement qu'ils réapprennent ces bonnes pratiques, qu'ils réapprennent justement les bons process pour la traçabilité, mais aussi une vraie prise de conscience par rapport au rôle de la donnée dans tous ces échanges pour l'export notamment, autant dans une dynamique traçabilité que contrefaçon.
Anne Sandretto. Et en ce qui concerne le transport et la logistique, nous sommes très conscients et donc nous avons ouvert des écoles un peu partout en France. Nous sommes en train de développer, de travailler avec des universités et nous travaillons aussi sur la formation continue. Donc aujourd'hui, on a deux aspects. C'est en fait, on manque de main-d'œuvre pour tout ce qui est transport international parce que c'est de plus en plus complexe malgré tout ce qu'on peut dire dans les médias. C'est de plus en plus complexe et ça demande de la professionnalisation. Et le développement du digital aussi fait que nous n'avons pas obligatoirement la main-d'œuvre qualifiée. Donc nous travaillons sur ce sujet et nous sommes en train, l'année prochaine, nous allons publier justement un livre blanc sur le digital appliqué au transport et la logistique, blockchain, intelligence artificielle, traçabilité, donc IoT, Internet des objets. Et nous aurons le volet RH qui sera bien entendu en conclusion et les créations de programmes, mais aussi d'investissement de formation, parce qu'il faut payer ces formations. Donc on travaille vraiment sur ces aspects-là dans les fédérations professionnelles. Florence Corr, vous entendez justement tout ça, ça vous fait peur? Ça peut faire peur des vignerons indépendants? Ou au contraire, justement, c'est très important de l'assurer, cette traçabilité sur un produit comme le vin ça ne leur fait pas peur, fort heureusement. Sinon, ce serait fâcheux. Les vignerons indépendants aujourd'hui exportent à 70%. Ouais. 93% se fait sur le marché européen. Donc, il n'y a pas de problème de monnaie. De on n'est pas à l'exportation pour moi, voilà. Et je sais, parce que vous avez la vue, parce que vous voyez de loin. Ah oui, c'est le marché intérieur. Je comprends. Et 75% sont sur le grand export. Ouais. Donc, ils n'en ont pas peur. Ils savent s'organiser. Il y en a certains, vous parliez tout à l'heure de comment on s'organise dans une TPE. Certaines TPE ont fait le choix d'avoir des spécialistes, de recruter des spécialistes en la matière. Ouais. Quand on parle export, on ne peut pas parler tout pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise en France qui se dit je vais attaquer le monde. C'est ce que disait la précédente table ronde. C'est-à-dire qu'on détermine sur quel pays quel pays on va cibler, quelles sont les réglementations en cours, et prendre ses précautions par rapport à ça. Donc ça ne leur fait pas peur. Ils s'organisent pour cela. Effectivement, il faut développer des partenariats, néanmoins, avec des professionnels sur le transport, la logistique, les litiges. Parce qu'il faut les régler aussi, les litiges, une fois parce que ça peut arriver. Ouais. Il faut être équipé pour ça, avec des contrats de tous ordres. Les assurances crédit qui existent aussi quand on va sur l'export, la protection de marque qui existe. Donc tout ça, ils le savent, ils en connaissent. Alors parfois, c'est l'expérience qui fait apprendre. C'est ça la problématique. Mais heureusement, il y a de grands succès. Et dans le suivi de la traçabilité, du coup, ça impose de passer par des logisticiens spécialisés, un transport particulier concernant le produit. Alors la traçabilité, en ce qui concerne notamment les dépôts de marque, puisqu'il s'agit aussi de ça, il y a des outils aujourd'hui qui ont été développés, qui sont très facilement utilisables. Il y a des tas d'exemples. Il y a Proofta qui en est un, où effectivement, et ça c'est l'échange de bases de données, votre vin est référencé dans ses définitions organoleptiques et d'étiquetage pur. Ouais. Et quand votre vin est acheté par un acheteur, il a l'occasion d'aller vérifier si le numéro qui est porté sur l'étiquette est bien le vôtre. Ouais. Ce qui évite pas mal de contrefaçons. Il y a des pays qui sont pas spécialisés en contrefaçon, mais en tout cas, on arrive à les... en tout cas, c'est souvent dans ces pays-là qu'on peut le noter, mais cela dit, ça arrive partout. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un outillage. Ça fait partie des choses qu'il faut connaître pour aller à l'export. Ouais. Surtout quand on a déposé sa marque. Et c'est un enjeu bien connu des vignerons indépendants. Alors, c'est quelque chose. Absolument. Ouais. Et de tous les opérateurs vins, en l'occurrence, puisque les montants peuvent être extrêmement importants en perte de valeur. Dommage, et là, en plus, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que l'alcool, vin et spiritueux, vraiment sont des produits spécifiques parce que soumis à accises, donc à taxes spécifiques, qui veulent dire qu'ils font prendre un risque complémentaire ou supplémentaire si on n'a pas réfléchi en amont au réseau commercial, à la façon de transporter, de sortir du territoire. La sortie du territoire est essentielle parce que vous devez pouvoir la justifier à tout moment pour éviter cette fameuse TVA qui est quand même de l'ordre un pourcentage important de la valeur de la marchandise. C'est tout à fait vrai. Ouais. Cette question de la réglementation et des taxes qu'on abordera et effectivement. Et ça veut dire des incoterms qui sont à prendre en compte. Mais évidemment, si vous êtes sur un B2C, une bouteille, c'est pas la même chose que si vous êtes sur une volumétrie. Voilà. Les incoterms, vous l'évoquez. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est et en quoi ça peut avoir un impact? Oui, ce sont en fait des accords commerciaux qui ont été, je dirais,
repris par la Chambre de commerce internationale qui est basée à Paris. Ça date de 1926, les premières versions des Incoterms. Aujourd'hui, on est à la 8e version, on est à la version 2010 et en préparation d'une nouvelle version 2020. Elles ont évolué pour tenir compte des évolutions réglementaires et digitales. Oui. Puisque maintenant on reconnaît la dématérialisation des documents donc dans la version 2010. La spécificité des Incoterms, c'est de venir, si vous voulez, définir les conditions de vente entre le vendeur et son acheteur. Et en même temps, elle va aussi avoir un impact sur le transport, l'assurance, puisque en fonction du choix de l'Incoterm, soit le vendeur prend à sa charge le transport ou pas, prend à sa charge le dédouanement ou pas, et par conséquent le dédouanement et la déclaration sûreté sécurité, puisqu'il y a maintenant pour sortir à la grande exportation, c'est ça la différence. Avec la vente au niveau européen, vous n'avez pas ce type d'obligation. Si vous êtes vraiment sur la Chine, sur l'Inde, enfin sur toute l'Asie, États-Unis, toutes ces grandes exportations, là vous avez vraiment des contraintes qui vont rendre vraiment primordial le choix de l'Incoterm en amont. Ouais. Et c'est là que je pense qu'il est important, quand on choisit son réseau commercial dans le pays d'import, certes, mais il faut aussi choisir ses prestataires sous-traitants que peuvent être les transporteurs logisticiens, qui peuvent être aussi des conseillers ou mettre son point d'entrée-sortie de France ou d'Europe. Et en fonction de cela aussi, travailler ensemble sur le bon Incoterm en fonction de la volumétrie, des pays à desservir, du moyen de paiement. Si vous êtes avec des lettres de crédit, vous aurez intérêt à choisir un certain type d'Incoterm famille C, parce que là, vous allez maîtriser le transport, donc maîtriser le paiement de la marchandise à terme. Voilà. Et mais on peut avoir ce pouvoir de négociation quand on signe un contrat. Bien sûr, mais il faut réfléchir, il faut connaître ça à l'amont. C'est une stratégie en amont de bien. C'est pour ça que soit vous avez la compétence en interne, soit vous utilisez des prestataires, mais il faut vraiment leur demander. Le choix du prestataire est essentiel. C'est comme partout, on a de très bons médecins, on a de bons ingénieurs et on a des moins bons. Donc en fait, il faut bien faire sa sélection au départ. Florence Corr, vous confirmez sur cette question des Incoterms? C'est une problématique que vous avez rencontrée Ouais, c'est des problématiques qui sont rencontrées régulièrement. Alors effectivement, c'est sur des marchés particuliers. Tout dépend effectivement des conditions, enfin des contrats passés avec son acheteur. Effectivement, il peut commencer, le transfert de propriété se fait à quel moment, qui prend en charge effectivement la partie douanière. Ça, c'est effectivement des éléments qu'il est difficile, qu'on ne peut pas éviter et sur lesquels on ne peut pas se pencher si on doit aller à l'export, et notamment le grand export. Effectivement, la partie européenne, elle est plus simple, ne serait-ce que par la partie monétaire, qui résout beaucoup de choses, et des tribunaux compétents, puisqu'il y a des tribunaux européens. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger, et qui effectivement pose... quand tout va bien, c'est parfait. Tout fonctionne très bien, les échanges se font particulièrement bien. Il y a un petit grain de sable dans le rouage, et là, ça se complique. Et effectivement, son partenaire et ses prestataires vont devenir importants. Et c'est aussi pour ça qu'il faut aller dans les contrats passés avec ses prestataires, regarder aussi jusqu'où ça va, pour savoir à quel moment il faudra basculer sur, sans doute... Donc le message, c'est anticiper, ayez conscience de ça et analysez-le. L'anticipation, c'est fondamental. D'un point de vue digital, il y a une traduction digitale de cette question des Incoterms ou pas spécialement? Oui, tout à fait, parce que c'est très important. Nous, on équipe des professionnels de la supply chain, donc finalement qui servent les entreprises de l'agroalimentaire. Donc forcément, en fonction de ces Incoterms, ils n'auront pas les mêmes responsabilités et pas les mêmes devoirs. Et surtout, ils ne prendront pas en charge les mêmes éléments. Forcément, lorsqu'on va avoir un Incoterm qui prend en compte le départ finalement de l'usine, en charge en fait le départ de l'usine jusqu'à la livraison finale, là le niveau il est très large. Le niveau de responsabilité, il couvre vraiment l'ensemble de la chaîne, tout ce qui va être bien transport routier, ensuite mis sur le bateau par exemple, le transport sur le bateau, l'arrivée, le dédouanement, la livraison finale, etc. Donc il y a beaucoup d'interlocuteurs en fait qui vont apparaître, parce que forcément quand on est une entreprise agroalimentaire, on est par exemple en France et on n'a pas des antennes partout. Donc l'aspect collaboratif est important.
Et on a besoin d'avoir des relais aussi dans les autres pays. C'est pour ça que la question du ciblage du pays est très importante, parce que forcément, on va s'entourer aussi de collaborateurs ou de sociétés de transport ou autres qui vont avoir un pied, si on parle de la Chine, en Chine, et qui vont pouvoir répondre à des problématiques. S'il y a un problème au niveau de la douane en arrivant en Chine, effectivement, ce relais va prendre en charge ce problème. Donc c'est le collaboratif dans le digital, il est aussi très important. Je crois que c'est ça le grand changement de ces dernières années, toutes dernières années. C'est vraiment le digital, ce qui vient changer, c'est la méthode de travail. On est beaucoup plus dans le collaboratif à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau fonctionnel, et outils informatiques nous obligent à nous mettre autour de la table et à redéfinir les rôles et les responsabilités. Parce que vous parlez d'échange de données, ok, mais il faut savoir comment on va les organiser. Et vous parlez de standards internationaux, oui, mais il faut se mettre autour de la table pour construire les guides et mettre en place la manière de travailler ensemble. Et ça, c'est le côté collaboratif et vraiment... C'est tout récent, poussé à l'extrême. Et c'est la difficulté. Et c'est la difficulté. Bien C'est sûr. la plus grande difficulté. Alors, je vais peut-être donner la parole justement à Alexandre Riocco, parce que je crois que vous travaillez sur des outils justement de mutualisation de ces données, un catalogue numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Dans la droite ligne de ce qui se dit là, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'au-delà des aspects même logistiques, il y a les aspects de données statiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les data produits passent les frontières avant même les produits, en fait. Et ça, il faut que tous les industriels en aient maintenant conscience. Il faut qu'ils aient des données propres, claires, qui puissent être exploités par leurs clients potentiels à l'étranger. Et je rejoins Anne complètement, il faut qu'elles soient comprises, c'est-à-dire basées sur des standards et des bonnes pratiques définies en collaboration. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui les fédérations alimentaires sont très mobilisées pour la définition de ce qu'on appelle le catalogue numérique des aliments, c'est-à-dire l'ensemble des aliments commercialisés et notamment produits par les entreprises françaises soient dotés de leur double numérique, de leur jumeau numérique dans cette grande base de données pour être exploités à l'étranger par les places de marché JD, Tmall, etc. qui sont aujourd'hui le consommateur chinois. Il adore les produits français parce que conditions sanitaires élevées, exigences sanitaires élevées, conditions de fabrication basées sur des protocoles très très stricts. Et dans le pays de l'enfant unique, c'est très important d'avoir les meilleurs produits pour son enfant. Donc les produits français aujourd'hui ont la cote. Vous confirmez, Anna Achard, que sur le marché chinois, les vins et spiritueux français ont tout intérêt justement à avoir cette traçabilité et sont prisés pour cela? Ah oui, complètement. Oui. Mais ça, c'est tout l'avantage du système européen de qualité, en fait, au travers les appellations d'origine protégée, les EGP également. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'exporte très très bien. Cette traçabilité. Après, il suffit d'avoir des relations avec les pays à l'export pour qu'ils reconnaissent ces signes de qualité. Oui. Je vais me tourner vers vous, Hélène Kerjean, parce qu'on parle beaucoup justement de nouveaux outils. Alors, on parle beaucoup de la blockchain pour assurer justement cette traçabilité au-delà de l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. On en est où de tous ces buzzwords? Ça s'applique vraiment dans le domaine de la logistique export? Alors, on vit une époque passionnante par rapport à toutes ces évolutions, justement. Il y a énormément d'innovations. Il y a beaucoup de tests qui sont effectivement en cours, que ce soit sur la blockchain ou les objets connectés. Donc, pour en dire deux mots sur les objets connectés, ici je fais un parallèle avec l'agroalimentaire. Auparavant, je caricature un peu, mais auparavant, on pouvait suivre un navire, par exemple si on mettait des containers donc remplis de marchandises agricoles, on pouvait suivre en fait le navire en temps réel, sur Internet, etc. Sauf que les navires souvent, font des arrêts dans certains pays pour décharger, et donc il arrive malheureusement encore que des containers sont oubliés dans des pays où ils n'auraient pas dû. Et donc aujourd'hui, la traçabilité, elle est justement de dire on veut suivre le container précisément. Donc les objets connectés servent notamment à ça. C'est des capteurs qui vont être dans le container et qui vont permettre de suivre le container et non pas le navire. Et deuxième chose, c'est que on a aussi des containers, on en parlait tout à l'heure, pour respecter la chaîne de froid. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie de la qualité aussi en agroalimentaire. Eh bien, les capteurs d'objets connectés permettent de vérifier
que la température est bien respectée. Donc que la marchandise arrive dans le meilleur état, évidemment, souhaité. Donc ça, c'est sur la partie objet connecté. Ouais. Donc il y a déjà aujourd'hui des innovations, il y a déjà des choses qui existent sur ces sujets. Donc je vous parle des containers parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à se démocratiser. Ouais. Et sur la partie de la blockchain, pour rappel, c'est comme une grande base de données en fait partagée, une sorte de grand livre numérique où chacun peut écrire un peu une partie de l'histoire et cela reste finalement dans le temps. On pourra pas enlever ces informations. Donc c'est une sorte de traçabilité ultime partagée par tous où il n'y a plus d'organes finalement qui centralisent ou qui contrôlent. Donc c'est chacun en fait, chaque acteur va pouvoir donner en fait une partie de sa vérité au travers de la traçabilité. Et donc du coup, notamment pour des histoires de responsabilité, on en parlait tout à l'heure sur des crises qui ont pu avoir lieu sur le lait infantile ou autre, eh bien ça permet justement de pouvoir établir justement qui est responsable de quoi. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un registre vraiment inviolable, complet. Et donc qui permet d'avoir un historique sur tout ce qui s'est passé. Donc ça, sur la blockchain, il y a effectivement aujourd'hui des tests, il y a déjà des sociétés qui ont commencé à apprendre ce sujet. Maintenant, je pense que là aussi, ça rejoint un peu ce que disait Monsieur Ryoko. La standardisation, on en est encore loin. Je pense qu'on a besoin de parler tous d'une même voix. Pourtant, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, elle est même indispensable. Mais elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas encore optimale. Donc, Anne Sandretto, sur tous ces outils, oui, vous pensez qu'on est à maturité ? Pour moi, je considère, si vous voulez, que ce sont des outils. Faut être clair. Donc, qui doivent être au service des entreprises qui ont besoin de faire du business, d'exporter, d'importer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en amont, on ait vraiment choisi, décidé une stratégie et les outils doivent venir répondre à un besoin métier. Nous sommes en train de travailler justement sur, quand je vous disais, sur l'impact au niveau transport et logistique. On regarde quelle est l'évolution de nos clients, les besoins. Et c'est par rapport aux besoins qu'on va regarder en quoi ces outils vont pouvoir venir aider. Mais ceci dit, pour revenir sur la blockchain, par exemple, c'est très clair que là, l'aspect collaboratif, il est vital et primordial. C'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, le plus compliqué, c'est la mise en place des relations et des responsabilités entre acteurs avant, et donc on doit faire des POC, des Proof of Concept. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là, je dirais, pour ce type de produit. Il faut être honnête, il faut le dire. Le côté collaboratif est essentiel. On va réfléchir, on va faire des smart contracts, on va regarder comment des contrats automatiques. Où va se passer le transfert de risques et de frais. Parce qu'il y a des frais à payer, il y a des assurances, il y a des... Voilà. Donc en fait, tout ça doit demander entre organisations professionnelles, entre fédérations, de travailler autour d'une table, de se mettre... voilà. Tout à fait. C'est quelque chose que vous suivez, Florence Corr, ou ça vous semble encore un peu loin ? On n'y travaille pas, nous, directement. On travaille avec d'autres partenaires qui travaillent sur ce sujet-là. Mais effectivement, je pense que la clé, elle est quand même là. Et que pour rassurer et être dans une espèce d'ambiance un peu plus détendue, il faudra qu'effectivement il y ait des partages de données, qu'il y ait effectivement des points de repère. Mais ça, effectivement, ça veut dire que les standards, là, vont prendre encore plus, je dirais, une importance parce que il va falloir avoir une interopérabilité. Aujourd'hui, il se crée, si vous voulez, des POC un peu partout, c'est-à-dire des expériences privées ou même dans les administrations. En Asie, les douanes utilisent l'intelligence artificielle et les blockchains déjà pour leur contrôle. Mais il est important de pouvoir avoir une interopérabilité entre tous ces systèmes. Et là, c'est faire le pont entre les échanges traditionnels dont vous parliez tout à l'heure de l'EDI, par exemple, et la blockchain et tous ces nouveaux outils. Il va falloir établir des ponts et les standards internationaux, j'insiste, internationaux, parce qu'il ne faut pas développer
des standards nationaux ou européens, il faut bien travailler sur les standards internationaux. Alors Alexandre Jocko, rapidement, parce qu'après on va avancer sur la question des douanes, je veux que l'heure tourne. La blockchain, c'est vrai, aujourd'hui fait rêver, il y a des POC un peu partout, et c'est vrai que la blockchain a énormément d'avenir. Il y a un petit bémol, c'est que plus on est d'acteurs autour de la table pour utiliser une même blockchain, plus la gouvernance devient complexe et oblige justement, je rejoins complètement Anne Sandretto, il faut ce langage commun pour pouvoir l'utiliser. Et quand on voit qu'aujourd'hui les crises sanitaires montrent que la maîtrise de la donnée elle n'est pas encore optimale dans les entreprises, parler de blockchain à des entreprises qui n'arrivent pas à tracer ou à traquer une palette d'un point A à un point B, voilà, il y a ce grand écart dont il faut avoir conscience. Avant d'envisager des oui, mais à condition d'avoir organisé à la base un interne le système d'information. Alors sur un sujet tout aussi pragmatique et la troisième problématique qu'on évoquait, qui est le sujet des douanes et de l'administratif, effectivement c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés. Le numérique peut aider sur la dématérialisation. Anne Sandretto, justement, vous travaillez beaucoup sur ces questions. On en est où en fait de ce rapport entre la dématérialisation qui apporte de la simplicité et en même temps le renforcement des réglementations et de la sécurité? Alors je dirais même, vous avez dit le numérique peut aider. Je dirais qu'aujourd'hui, il est passage obligé, le numérique, pour répondre à ces nouvelles réglementations complexes internationales. La douane a beaucoup évolué, c'est vrai. En fait, ce qui a changé ces 10 dernières années, c'est quand même le développement considérable des échanges au niveau mondial. La mondialisation des échanges, c'est très clair. Mais aussi, ce qui est intervenu en parallèle, c'est aussi des actes de terrorisme. Donc, on a vu l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, mettre en place des cadres, des normes pour venir sécuriser non seulement les États, mais aussi les citoyens, la santé des citoyens, la sécurité des citoyens. Donc, c'est une balance de discussion entre l'OMC, Organisation mondiale du commerce, et l'Organisation mondiale des douanes, OMD, entre facilitation et safety, sécurité. Et comment établir un équilibre entre sécuriser au maximum dans l'intérêt du bien public et en même temps permettre la circulation fluide de la marchandise. Donc l'outil informatique est vraiment la réponse qu'a donnée l'OMD et les douanes européennes ainsi que les douanes françaises. Et d'ailleurs pour le vin, on a un outil qui est dédié européen et français. Pour tout ce qui est phytosanitaire, on a un outil dédié. À chaque fois, si vous voulez, là on a Gamma pour les alcools, les vins spiritueux. C'est de la dématérialisation. Oui, c'est ça. La dématérialisation, c'est un système d'information qui est développé par les administrations douanières, mis à disposition des entreprises. Alors il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la formation, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais il faut connaître la réglementation pour l'utiliser. Florence Corr, vous confirmez que ça a simplifié votre travail? Alors ça simplifiait pas le mien de travail, mais plutôt celui des vignerons et ceux qui exportent. Là pour le coup, les douanes françaises et européennes ont travaillé ensemble. Et avec les professionnels pour justement connaître les limites et que ce soit la plus facilement utilisable. Parce qu'on a quand même en tête que avant c'était les douanes qui le faisaient, maintenant c'est les vignerons. Donc il y a quand même un dépôt de la charge qui s'est un peu déporté. Ça c'est vrai. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. La preuve de la charge, c'est que ce soit fait. Après ça a fait gagner aussi, ça a quand même des bons côtés, c'est que ils ont beaucoup gagné en autonomie. C'est-à-dire que il y a encore, Gamma, ça doit dater de 3-4 ans. Oui, c'est ça. Au préalable, c'était de remplir des papiers qu'il fallait envoyer, qu'il fallait qu'ils soient traités. Et après, quand vous aviez ça, alors vous pouviez faire partir. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces conditions-là. Les vignerons ont pu gagner, et tous les opérateurs, je pense qu'il n'y a pas que les vignerons en la matière, mais on peut gagner en autonomie, en temps. Parce que du coup, vous pouvez le faire à n'importe quel jour du jour et de la nuit. S'il ne bug pas, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal, vous pouvez travailler au moment où il faut le faire. Nous, on a des tas de participation à des salons, en l'occurrence, où les départs se font en direct. Vous avez une connexion Wi-Fi, vous avez votre tablette, vous allez sur Gamma, vous faites partir. Donc c'est quand même du gain de temps, malgré tout, du gain de temps pour les opérateurs, comme pour les douaniers. Anna Achard, sur la question particulière du e-commerce chinois, la gestion, comment ça se passe en termes de gestion douanière? À quoi on peut s'attendre? Il y a la problématique du e-commerce transfrontalier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi un exportateur peut s'attendre? En fait, il y a deux systèmes de e-commerce. Soit l'entité légale est basée dans le pays, donc en Chine pour le e-commerce en Chine, ou alors l'entité légale qui vend les biens, il est basé à l'étranger.
Donc ça peut faciliter en effet des exportations si cette entité légale est basée dans un pays où tout ce qui est douane et administratif est peut-être plus simple, moins complexe que dans le pays de destination finale. Vous voulez dire qu'on peut gérer depuis l'Union européenne, par exemple, les formalités douanières pour envoyer en Chine ? Enfin... C'est plus compliqué que ça. Voilà, oui, on peut le faire à partir de France, mais moi, je déconseille complètement à une entreprise française de faire un DDP, c'est-à-dire de vendre jusqu'à destination, droits de douane et taxes comprises, parce que entre le moment où vous vendez et le moment où le produit arrive, il peut y avoir un changement de réglementation dans le pays. Donc, soit vous avez quelqu'un sur place, un correspondant, et une très bonne relation commerciale avec ce correspondant. Et dans ce cas-là, vous êtes en mesure, effectivement, de faire ce type de vente. Sinon, moi, je préconise de vendre dans un autre Incoterm qui maîtrise le transport, mais qui ne va pas prendre en charge la douane à l'import. Et à l'import, vous avez tous les aspects, sûreté, sécurité, contrôle phytosanitaire, etc. Et il faut avoir le bon importateur en fait dans le pays. Ça c'est l'idéal. Ouais. Le transfrontalier en fait, oui ça existe, etc. C'est pas très utilisé pour les vins, mais en toute petite partie pour des vins très haut de gamme, où là c'est peut-être autre chose. Mais pour la plupart des ventes de vins, on regarde surtout voilà des exportations directes. Et après, on s'appuie sur un bon importateur qu'on aura choisi. Ou alors, comme toutes ces grosses plateformes, en fait, ils ont des services d'importation intégrés. Et que c'est eux qui effectivement s'occupent de tout le dédouanement. Ça, c'est idéal, je pense. Ceci dit, moi, j'ai des adhérents qui sont en mesure, si le client français le demande, de mettre en œuvre à l'import à l'étranger des entrepôts dédiés ou faire une joint venture organisée pour l'import. Mais il faut qu'il y ait une volumétrie qui le justifie. Oui. Mais c'est vrai qu'on sait aussi faire ça, c'est-à-dire travailler. Alors là aussi, c'est le choix du prestataire en France qui est en mesure ou pas en fonction de son réseau commercial dans le monde. Oui. Il y a un dispositif justement qui existe, qui fonctionne avec l'appui de Business France et de La Poste, qui s'appelle La Boutique France. Oui, La Boutique France. Donc ça c'est quelque chose, un dispositif qu'on essaie de mettre à profit des exportateurs français, tout secteur, où justement les produits sont encore stockés en France de façon centralisée, un peu comme votre plateforme aussi. Voilà, les envois se font de façon coordonnée depuis la France et on enlève une certaine partie des responsabilités administratives des exportateurs. Florence Corr, donc on parle de simplification. Est-ce qu'il y a encore d'autres outils qui pourraient améliorer et que vous attendez en termes de simplification douanière, des outils que vous espérez peut-être voir dans ce qu'on voit en tout cas dans nos adhérents, il y a 30% d'entre eux donc, qui ne font pas d'export, ni petit export ni grand export. Et les raisons principales de ce renoncement, parce que pour le coup ils ont renoncé pour la plupart du temps, soit c'est le manque effectivement d'équipe en fait et plutôt de ressources humaines dans ce cas précis, et l'autre partie c'est surtout les contraintes administratives qu'ils renoncent à rentrer dans l'export à cause de ça, parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de stratégie pays en se disant quel est mon pays cible, mais pour faire ça il faut déjà savoir comment ça fonctionne dans chacun des pays, comment c'est organisé, quels sont les distributeurs, comment les volumes qui peuvent être lourd. Et ça c'est lourd parce que pour connaître ça et pour faire du cas par cas, pays par pays, vous le faites tout seul. Il n'y a pas de site, puisqu'on parle de digitalisation, il n'y a pas de site unique sur lequel on vous dit alors si c'est les États-Unis c'est comme ça, mais attention, 50 États, 50 réglementations. La Russie c'est comme ça, mais attention, la Russie c'est pas la Géorgie, c'est pas Donc vous aimeriez une base de données un peu avec un système d'alerte qui soit mise à jour, notamment sur les conditions d'exportation. On parlait de partie douanière, il y a la partie d'habillage. Juste l'habillage de la bouteille, avec les mentions obligatoires, celles qui ne sont pas, les légales et pas légales, celles qui existent en Europe mais qui n'existent plus aux États-Unis. Est-ce que si vous êtes en bio, attention, il n'y a pas la même correspondance de certification dans chacun des pays. Bon, alors déjà, quand vous êtes assis, vous dites, alors, comment ça marche vous vous sentez parfois seul. Et en tout cas, ces 30%-là qui ont renoncé pour ces raisons-là. Et que je pense qu'effectivement, un des leviers, c'est d'avoir accès à l'information, en tout cas sur les grandes bases. Après, passera toujours par des prestataires et par des compétences qui ne sont pas internalisées, mais c'est nécessaire. C'est bien, mais il faut quelqu'un qui soit capable de
Absolument. de trier cette information. On a trop presque d'informations aujourd'hui. Et donc, la PME, la TPE surtout, elle a besoin de quelqu'un en interne qui aide à voir clair, à faire le filtre et à Vous avez raison, décision. mais il y a aussi des PME qui se retrouvent dans de l'export d'opportunités, c'est-à-dire qu'ils ont croisé un importateur, l'importateur lui dit mais welcome, on va faire plein de choses ensemble, ça va être remarquable. Donc le vigneron il dit c'est pas une bonne journée ça. Donc il est hyper content et par contre il va falloir qu'il rentre dans le détail et au départ il sera tout seul. Ouais. Donc il aura son importateur qui va l'orienter et ensuite il rentrera dans aller chercher des prestataires et des compétences qu'il n'a pas. Donc un des sujets, ça pourrait être ça. Ouais. Alors justement, Hélène Kerjean, comment vous réagissez? C'est possible d'avoir ce type d'outils et cet aspect d'information un peu centralisé? Oui, absolument. Alors nous, c'est vrai que c'est un peu notre cheval de bataille. C'est ce qu'on vit un peu au quotidien parce que comme on est sur des logiciels de la donnée, encore une fois, sur des éléments liés au départ de l'entrepôt, sur la traçabilité, sur du transport à proprement parler, etc. Sur la destination finale, où le destinataire va devoir là aussi signer certains nombres de documents qui peuvent être également dématérialisés. Et donc toutes ces informations, à un moment donné, elles reviennent intelligemment. Donc nous, dans nos outils, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est justement des outils de pilotage pour justement donner la bonne information au bon moment sur notamment de la mobilité. Hein. On a tous, il y a tous des outils liés à la mobilité. On a besoin de la bonne information. Voilà. Mais c'est accessible ça pour une PME parce que j'imagine que c'est pas forcément prioritaire en termes de prix, en termes d'installation. S'il faut mettre quelqu'un derrière qui pilote et qui est dédié à ça, j'imagine que tout le monde peut pas se le permettre. Comment vous répondez? Alors oui, c'est tout à fait accessible. Donc il y a un élément dont on n'a pas parlé jusqu'ici et qui est très important. C'est que tous ces systèmes informatiques, à un moment donné, on les a démocratisés aussi justement pour les PME au travers de ce qu'on appelle le SaaS. Voilà. Le SaaS qui permet d'avoir un modèle économique beaucoup plus souple et qui permet de mensualiser en fait un ensemble de services, dont les utilisations de logiciels, mais aussi toute l'infrastructure informatique qui aujourd'hui est extrêmement lourde à gérer, puisqu'avoir des serveurs chez soi, les mettre, faire les mises à jour, regarder l'espace de stockage, etc. C'est un temps considérable et il faut être professionnel dans le domaine. Nous, on a beaucoup de clients qui ont subi des cyberattaques et qui ont perdu vraiment toutes leurs données. Ouais. Donc ça, c'était un élément incroyable. Nous, on s'est retrouvés dans des situations, mais on n'aurait pas cru voir ça. On a des clients, oui, qui ont tout perdu, quoi, toutes leurs données. Donc l'idée d'avoir en fait le modèle SaaS, c'est justement que on va sécuriser cette information, même si elle n'est pas physiquement chez vous. Elle va être sécurisée dans des data centers, notamment en France, qui vont être répliqués, qui vont permettre et qui ont un niveau de sécurité suffisant et même très exigeant, bien sûr, pour toutes ces attaques que l'on connaît. Et là, ça me paraît essentiel, effectivement, d'expliquer aux entreprises qu'elles doivent bien faire attention aux prestataires qu'elles vont choisir et les outils informatiques, parce que tous les prestataires n'ont pas ce niveau de sécurité. Aujourd'hui, le développement du digital, un des problématiques, c'est vraiment le développement considérable de la cybercriminalité. Et nous sommes en train de travailler sur justement l'identification unique des parties et une identification unique des objets, justement pour venir sécuriser le système d'information. Les transferts de données doivent être vraiment sécurisés. Et je pense que ça... Très certainement aujourd'hui, c'est un point faible. On n'attire pas suffisamment l'attention sur l'importance il ne s'agit pas d'échanger par mail parce que c'est le point le plus faible. C'est comme ça qu'on peut venir. Nous, nos plus grands vols chez nos adhérents se font par l'intrusion dans les systèmes informatiques quand on utilise notamment les emails et les choses comme ça. Donc aujourd'hui, on travaille de façon vraiment très sérieuse sur ce sujet-là. Et je pense que développement du numérique, oui, avec des conditions vraiment... Alexandre Riocco, À GS1, oui, on appuie tout à fait ce discours, d'autant plus que 90% de
nos membres, on a 1,5 million d'entreprises membres dans le monde, 90% d'entre eux, c'est des PME qui n'ont pas forcément des moyens techniques hyper développés et qui pourtant ont des velléités d'export comme toute entreprise commerciale qui veut se développer. Et le mot d'ordre en ce moment, mais des fédérations et pas seulement de GS1, c'est reprenez le contrôle de vos données, sécurisez-le, maîtrisez-les, essayez d'avoir des flux. Et c'est pour ça que voilà, je rejoins Hélène Kerjean, le mode SaaS, le mode hébergé, aujourd'hui est un vrai bénéfice parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse infrastructure informatique pour avoir des super outils. À condition que l'hébergeur utilise le bon niveau de sécurisation. Absolument. Et il y a de nouvelles réglementations au niveau européen et France. Et je suis sûre que très peu d'entreprises les connaissent aujourd'hui. Alors cet argument de la sécurité, on l'a bien compris. L'heure tourne, je suis obligée de conclure. Florence Corr, est-ce que de votre expérience, vous auriez un conseil à donner justement en termes de logistique export, si vous avez des collègues qui partent à l'export, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais ce qu'on s'est dit à l'instant pendant cette table ronde, c'est-à-dire qu'il y a des précautions à prendre. Alors on n'est pas encore sur la sécurité des données, mais pour autant il y a quand même la sécurité produit, qu'il faut bien faire ses choix, ses choix de pays et de pouvoir surtout être acteur. C'est-à-dire que déléguer la vente de son produit ou dans son acheminement, c'est une chose. L'accompagner, être dans son réseau de distribution, regarder où ses vins sont distribués, c'est pas tout de le vendre. Il faut aller jusqu'au bout. On a connu des expériences de vins qui étaient entreposés pendant 2 ans. Alors, c'était un petit peu en Chine, mais ça a dû s'arrêter depuis. Pendant 2 ans, dans des conditions d'entreposage qui n'étaient pas conformes à du vin. Ouais. Et on se dit, quand ça repart dans un réseau de distribution, il faudrait mieux être au courant de comment il s'y retrouve. Donc, faire attention quand même à ce réseau de distribution, être acteur. Et juste pour clôturer, le vin est le 2e secteur excédentaire de la balance commerciale en France. Donc, elle crée de la valeur. Donc il faut y être attentif. Je pense qu'on peut l'accompagner encore plus et encore mieux, et que le vin français a encore de belles heures devant lui, et notamment à l'export, puisqu'en France c'est un peu plus compliqué. Donc plutôt sur l'export. Anna Achard, vous me disiez, certes on a des flux, on a des volumétries, des distances, mais ceci dit, sur un produit aussi fort en termes de storytelling que le vin, comment on arrive à retrouver cette proximité avec l'acheteur ? Effectivement, malgré toutes les évolutions sur le e-commerce en Chine, il y a quand même des circuits qui ramènent l'humain en bout de chaîne. Et c'est ça qui est important en fait pour des produits tels que le vin, qui sont vraiment conçus avec amour par des gens derrière. C'est des histoires de famille. Donc il y a un circuit de distribution que l'on appelle le online to offline en Chine. Donc malgré le fait que l'on peut commander son vin en ligne, on peut aller le chercher dans un point de vente avec quelqu'un en face. Donc qui avoir peut, la relation et la connexion. En bout de chaîne, transmettre à un certain point une partie du storytelling pour le consommateur. Anne Sandretto, pour conclure, moi je pense que franchement le contact humain, l'aspect humain est très important, même et peut-être encore plus dans le B2C, dans tout ce qui est e-commerce, développement du e-commerce. Conseil, c'est vraiment très en amont, choisir ses partenaires à l'étranger. Je suis d'accord avec vous, rester maître en fait de son propre réseau commercial. Et c'est vrai aussi pour ses sous-traitants, parce que il faut savoir aussi comment ces sous-traitants travaillent, quels sont leurs correspondants à l'étranger, comment ils fonctionnent. C'est essayer de comprendre tout ça. Et je reviens là-dessus parce qu'on en a un peu parlé, mais c'est vrai que si c'est pour du B2C, c'est peut-être moins important, mais le choix des conditions commerciales de vente sont essentielles, du mode de paiement et donc des incoterms et du réseau. Ce que vous expliquez. Alexandre Yoko, pour conclure. Oui, le conseil qu'on donne, c'est sachez bien vous entourer en fait. Vous avez votre passion pour fabriquer vos produits, votre vin, vos produits alimentaires. Il y a des experts à côté qui sont là pour vous donner cette visibilité à l'international et savoir quels sont les standards internationaux à utiliser, les bonnes pratiques à utiliser. Et et le conseil ultime, c'est garder le contrôle de vos données. Voilà. Garder le contrôle, ça revient beaucoup. Hélène Kerjean.
Pour conclure, déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, qu'on soit une PME, une grande entreprise. Donc, je pense qu'il y a de la matière, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir l'export. On a des beaux produits en France, et on parlait du millet du vin. Donc, c'est des produits qu'on souhaite valoriser. On croit tous en leur qualité. Après, sur cette chaîne-là, est-ce qu'on veut internaliser ce service, qui est tout à fait possible pour des entreprises à l'exportation. Mais ce qu'on disait, c'est que forcément, c'est compliqué, mais il faut s'entourer d'experts. Donc l'internaliser et donc maîtriser ces flux de bout en bout, ou faire appel à des professionnels. Mais en tout cas, aujourd'hui, les outils sont là. La compétence aussi est là. Il y a des formations, il y a tout ce qu'il faut. Donc il ne faut pas sous-évaluer ce domaine-là. Et la maîtrise de la donnée, encore une fois, ça ne veut pas dire plus de relations humaines, au contraire. Je ne pense pas qu'on puisse penser à exporter aujourd'hui sans passer par l'informatisation. Ouais, non, je crois que cette conclusion, on l'a tous en tête. Merci à tous pour vos témoignages et cette expertise que vous nous apportez. Voilà, il est temps de conclure sur ce sujet de la logistique export. Pour ma part, je vous retrouve à 14h sur le thème de la stratégie export avec la décision sur les marchés cibles. On en a un peu parlé aussi sur cette table ronde. Merci à tous pour ces témoignages. Merci, à tout à l'heure.